Alors merci de me permettre de parler d'un thème qui est un peu méconnu des médecins en général, des gériatres en particulier. Et malgré tout, dès que vous ouvrez la bouche de vos patients, que vous soyez en consultation ou en EHPAD, vous imaginez bien le vertige dans lequel vous vous situez par rapport à ce que vous voyez. Donc il est classique de dire qu'on est devant un problème de santé publique. C'est un problème qui intéresse nous. Et j'aimerais vous persuader que c'est un thème intéressant derrière le fait d'avoir une brosse à dents et de nettoyer les dents. Il y a par ailleurs, je vais essayer de vous le montrer, des enjeux de complémentarité et par ailleurs d'interaction entre la santé orale et la santé générale qui sont indispensables de prendre en compte. Et évidemment, c'est aussi une prise en charge pluridisciplinaire et en ça, c'est intéressant. Les dentistes sont un peu sur la réserve par rapport à ce thème-là. Il se trouve que sur Louis Mourier, on a la chance d'avoir une équipe très mobilisée et qui est par ailleurs président et présidente en l'occurrence de l'Association internationale de gérontologie. Mais oui, ça existe, des gens qui se réunissent pour parler des dents des vieux. Alors ils sont en Europe, ils sont dans le monde entier. J'ai la chance de prendre mon petit baluchon et d'aller écouter ce qui est dit. Il est dit des choses très intéressantes et on ne peut pas le faire dans les 10 minutes qui étaient prévues, mais je vais en prendre un peu plus. Mais c'est malgré tout un thème très intéressant. Alors comme je savais qu'il faut vous capter, je vous ai donné les messages de départ. Vous partez avec ça. Le premier, c'est n'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Alors la vôtre éventuellement, mais celle des patients. Parce que la bouche, c'est vraiment la terra incognita. Pourquoi? Mon hypothèse, c'est qu'à la fin de la première année, quand on vous a demandé, vous faites docteur ou vous faites dentiste, vous avez dit docteur. Et après, les dents, c'est plus votre affaire. Alors vous allez voir qu'on va regarder des tas de choses sur la lèvre ou sur l'angine, mais rien sur les dents. Et on est nul, globalement, sur les dents, en disant c'est pas pour nous. Seule un peu la médecine interne s'y intéresse quand il y a des aftes ou des maladies buccales un petit peu particulières, mais là, il y a un rattrapage à faire. Et j'ai prévu toute une série de photos pour que vous fassiez la santé bucco-dentaire pour les nuls. Deuxième point, intéressez-vous à la santé orale parce que c'est s'intéresser aussi à la santé générale et il y a un certain nombre, dont les syndromes gériatriques, dans lesquels cette interaction est utile et on peut avoir des actions. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques études dans lesquelles, en s'intéressant aux dents, on s'intéresse à améliorer la santé globale, en particulier sur le diabète ou sur les pneumopathies et même sur la mortalité des pneumopathies. Troisième aspect, sort un certain nombre de publications sur les dents dans la fragilité. Alors c'est un thème évidemment dont les multiples entrées sont assez importantes, ça fait des congrès. Malgré tout, il y a un certain nombre d'arguments qu'il va falloir peut-être qu'on expertise sur qui sont les fragiles et quand on leur ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il y a dans leur bouche de ces fragiles? Est-ce qu'il n'y a déjà pas des variables dentaires qui seraient explicatives ou qui seraient tout simplement des axes sur lesquels on peut travailler? Et par exemple, l'hôpital de jour de Vélas a mis en place avec une collègue qui est dentiste une évaluation systématique de tous les fragiles qui viennent en hôpital de jour. Ça commence à produire des papiers. Cette année, il y en a eu 2 en 2017. Et donc, on voit bien, alors c'est un petit sujet, mais derrière ça, c'est s'intéresser aux dents d'une autre façon que de juste l'hygiène bucco-dentaire. Et pourtant, c'est bien de ça que je veux vous parler. La prévention de la santé orale, ça passe aussi par la brosse à dents. Alors, là, on sait, on est à l'entrée de la bouche, c'est l'herpès labial, mais tout de suite, on va derrière et à l'angine. Ça y est, on a passé la bouche, c'est fini. C'est tout ce qu'on sait sur les dents. Éventuellement, il y a un coplique quand il y a une épidémie de rougeole. Éventuellement, vous faites très fort lorsqu'en appuyant sur la parotide, vous avez un peu de pus au sténon devant la deuxième molaire. Là, vous êtes sur des candidoses. Alors ça, c'est quelque chose qu'on arrive à savoir, les candidoses. Je vous en parlerai parce qu'il y a quelques formes un peu compliquées et celle en particulier sous le palais qui est souvent très oubliée.
Là, on est quand même un peu plus dans la difficulté, on ne sait pas quoi en penser, d'ailleurs on ne sait pas quoi en faire, et éventuellement on n'en fait rien. Et puis voilà une parodontite, maladie qui est inconnue de moi avant que je m'y intéresse. Ça, c'est un diabétique qui est sans doute un peu plus âgé que ceux qu'on rencontre. Et vous voyez qu'il y a plein de choses à voir sur cette image, c'est peut-être le rouge. Ici, vous avez un recul de la muqueuse qui expose la racine. Et donc, vous allez comprendre qu'en gériatrie, il y a énormément de caries de la racine parce qu'il y a un recul. Vous voyez que la muqueuse n'est pas de la couleur normale et qu'ici, elle est hypertrophiée. Elle est donc dans un processus inflammatoire tout à fait particulier qui s'appelle la parodontite, qui à terme va déchausser les dents et faire perdre des dents. Donc, cette forme clinique, je rajoute que le tartre est coloré probablement parce que les gens fument, est une forme qui a montré et montre de plus en plus que cette parodontite est capable de faire des prééclampsies, de faire des fausses couches chez la femme jeune, de réaliser des AVC, d'avoir des actions sur la fonction érectile, par exemple, et aggrave et est à la fois une cause et une conséquence du diabète. Donc cette bouche-là a besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on puisse tout simplement faire un diagnostic. Alors quand on prend l'épidémiologie, on va souvent sur PACWID en France, et ils avaient eu en 1994 l'idée de faire une sous-cohorte, une cohorte ancillaire, en regardant sur cette étude qui était en population générale, tirage au sort, Aquitaine, et ils avaient mis en place un examen dentaire qui ne s'est fait qu'une seule fois en 1994. Alors, derrière les chiffres, qu'est-ce qui était intéressant? C'est qu'on s'intéressait au nombre de dents qui restaient en bouche. C'est une des données qui est intéressante pour nous aussi. On s'intéressait aux dents qui étaient fonctionnelles, c'est-à-dire celles qui font un couple masticatoire. Si vous avez toutes les dents qui sont bien d'un côté mais rien en haut, et toutes les dents qui sont bien en haut et rien en bas, évidemment que lorsque vous mâchez, c'est un peu moins utile et moins fort que lorsque vous avez des couples masticatoires qui sont l'un en face de l'autre. Et puis il y avait l'idée des dents prothétiques, combien y en a-t-il? Et puis vous allez voir derrière le nombre de dents qui sont à soigner lorsqu'on ouvre la bouche. Et puis évidemment la gêne masticatoire. Alors ça c'est un peu ancien. Les URCAM se sont intéressés dans les années 2000. Ça a commencé dans les années 2000 en Essonne, puis la méthodologie a été reproduite sur les caisses d'assurance maladie et là en EHPAD. Et vous voyez que derrière ces chiffres qui ont la valeur d'être là et qui comparaient région par région l'accès aux soins, vous avez on étudie le parodonte, on étudie la plaque dentaire, et vous voyez que c'est quand même 50% de plaque dentaire en EHPAD, c'est-à-dire le biofilm qui s'est calcifié. On étudie le tartre, là aussi c'est une pathologie qui est productrice de caries d'une part et deuxièmement de parodontite d'autre part. On regarde le nombre de caries, on regarde les besoins en soins, et là il y avait quelque chose de l'ordre de comment fait-on accéder des gens qui en ont besoin aux soins dentaires qui sont quand même assez mal répartis sur le territoire. Et puis enfin, les besoins prothétiques, combien faudrait-il mettre de prothèses si c'était possible. Et puis, dernier point qui est sorti dans cette étude du Poitou, c'était les unités fonctionnelles, c'est-à-dire le nombre de couples masticatoires qui sont capables de manger du pain. Et si on ne mange pas de pain, on mange de brioche. Et donc on voit bien que derrière, il y a une idée de la nutrition et des conséquences nutritionnelles d'une mauvaise bouche. En gros, si on veut être synthétique, il y a beaucoup de dents absentes, parce que c'est bien plus simple d'enlever une dent que de la soigner. Et ça, c'était les recommandations japonaises, c'est par exemple 20-80, c'est-à-dire avoir 20 dents à 80 ans, qui est un objectif de soins que se sont donnés les Japonais. Le mauvais état du parodonte, on va y revenir, et des dents restantes, c'est-à-dire non seulement il y a des dents, mais il y a des caries dessus. Et puis un fort pourcentage de prothèses mal adaptées. On s'est aperçu que les prothèses dentaires avaient en gros plus de 10 ans, et au bout de 10 ans, vous avez un amincissement de la muqueuse et de l'os qui porte la prothèse, et il y a besoin de rebasage qui n'a jamais été fait parce que ce n'est pas la priorité au milieu de la comorbidité.
Et puis, mauvaise hygiène bucco-dentaire, ça c'est une réalité que vous vivez. Et enfin, un accès aux soins qui est très disparate sur le territoire. Et si vous aviez les meilleures intentions pour renvoyer chez un dentiste un des résidents dont vous occupez ou un des personnes que vous voyez en consulte, vous savez bien que c'est un parcours de combattant. Alors, premier take-home message, ouvrez les bouches. Et vous allez voir des tas de choses. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire que c'est des photos qui sont prises dans le service. Et dans le service donc d'odontologie de Louis Maurier, donc on balaye bien devant chez soi, c'est plus simple après d'en parler. Un des vieillissements des dents, c'est probablement le côté translucide de l'émail. C'est un vieillissement qui n'est pas produit par toutes les dents et par toutes les personnes. C'est un vieillissement qu'on peut voir, ça fragilise l'émail et probablement que pour certains, il y a une sensibilité au froid qui peut apparaître sur cet émail qui est moins fort. Là, vous voyez le tartre qui est coloré, même chose. Vous voyez qu'ici, on est déjà sur la racine. Même chose ici. Ici, on est sur la racine et vous voyez que la muqueuse n'a plus ce côté rouge, un peu rutilant, un peu émier, enfin avec du sang, et elle est très atone. Voilà des usures de la facette supérieure des dents. Soit il y a une usure simple, soit c'est des pathologies éventuelles, et ce qui fait qu'il peut y avoir aussi fracture de l'os, enfin fracture de la dent, pardon. Je suis allé dans le mauvais sens. Alors la salive, quand on ouvre la bouche, alors ce qu'on sait c'est qu'en vieillissant, la salive, il y a deux sécrétions de salive. Il y a une salive de base qui a tendance, un flux salivaire non stimulé qui a tendance à réduire de 2 à 3, c'est-à-dire qu'on a moins de salive en vieillissant, mais qui continue d'exister à un âge très avancé, la stimulation de la salive lorsqu'il y a une sécrétion ou lorsqu'on présente des aliments. Et donc, globalement, on se retrouve assez fréquemment avec des gens qui ont des salives assez muqueuses, assez sèches en l'occurrence, qui provoquent des sécheresses labiales, parfois des perlèches, et puis là vous avez un Gougerot-Söchgren qui est le sommet du sommet. Ce qu'on sait, et c'est ça le message, c'est qu'il y a plus de 400 médicaments qui ont des interactions avec la sécrétion stimulée de la salive et que les médicaments vont aggraver cette acialie ou cette hypocialie. Là on est sur la pathologie muqueuse et là vous avez les infections mycosiques assez classiques je dirais, avec celle-là qui est très évocatrice. J'insiste plus sur celle-là, c'est celle qui se trouve sous la prothèse supérieure au palais. Vous avez une belle mycose de la bouche, vous allez donner un traitement et vous n'allez pas vous occuper de la prothèse qui, elle, est pleine de candidats. Et si on ne nettoie pas la prothèse, on va remettre une prothèse dans une bouche propre, mais une prothèse qui va recoller les candidats sur la partie supérieure. Elle est en général très peu blanchâtre dans la phase, on décrit 3 stades sur cette uranite sous-prothétique, mais elle est souvent extrêmement vernissée et très douloureuse aux aliments. Et puis vous voyez la langue noire qui fait discuter d'autres choses. Le lichen plan, si on n'a pas ouvert la bouche et qu'on ne regarde pas, on ne sait pas que c'est une lésion précancéreuse. Et voilà un cancer, et là vous voyez le côté un peu induré qui est utile. Donc c'est une chose à faire que d'ouvrir pour regarder les muqueuses face latérale, sillon, les sillons supérieurs et inférieurs. Là, vous voyez, je vous présente des lésions qui sont... Là, c'était une prothèse qui était constamment mal mise et à force de remettre la prothèse du haut, on a créé un nouveau sillon, donc une blessure qui s'est installée et plutôt que de mettre derrière ce sillon, la personne remettait sa prothèse toujours du mauvais endroit. Vous voyez ici une plaie qui est liée à des prothèses, là aussi, et là vous avez une blessure du frein de la langue, frein de la lèvre supérieure, qui fait extrêmement mal. Et derrière des gens qui ne veulent pas manger ou qui ne veulent pas avaler, il y a évidemment aussi à se poser la question de savoir si ce n'est pas local. On a un système de prothèses qui est historique et on se retrouve avec des agrafes comme celle-là. Comment voulez-vous qu'on nettoie là-dessous? Ou un système extrêmement compliqué qui fait des plaies. Et donc,
regarder une bouche, c'est regarder aussi l'adéquation de la prothèse qui a vieilli dans la bouche avec l'ensemble des dispositifs. Il y a maintenant des micro-implants ou des implants. Il est nécessaire de vérifier comment ils sont sur la muqueuse et sur l'os. Quelle est la partie de régression de la muqueuse qui est autour de la base de l'implant. Alors, plaque dentaire, là, vous êtes persuadé, vous vous êtes lavé les dents ce matin et on vous met un petit peu de produit, voilà votre tartre. C'est-à-dire que on ne sait pas tout à fait bien se laver les dents. Je dis ça pour moi plutôt que pour vous, j'ai pas envie de vous insulter, mais on a l'impression que les dents sont propres et malgré tout, elles ne sont pas aussi propres que ça. Alors, elles ne sont pas forcément aussi en mauvais état que là. Vous avez un tartre très important et vous voyez là encore le risque d'échaussement qui est très important. La plaque dentaire qui fabrique le tartre, ça n'est que le biofilm physiologique qui se calcifie parce qu'il n'a pas été nettoyé mécaniquement avec une brosse. Et elle a deux conséquences. C'est une plaque qui produit de l'acide et elle produit les caries. Vous voyez un processus carieux habituel, dit coronal de la couronne. Là, c'est un processus qui est directement radiculaire puisqu'on a la racine qui était visible. Et la plaque produit par des enzymes et des toxines des parodontopathies, celles que je vous ai présentées tout à l'heure. C'est deux processus à partir du tartre qui sont différents. Je remets rapidement là pour vous montrer ce qu'est un granulome apical qu'on décrit et qu'on cherche toujours sur une fièvre inexpliquée. Ça n'est que le processus d'un abcès dentaire ou d'un abcès qui part... après l'émail, la dentine, ça rentre dans la racine et vous pouvez avoir cet aspect-là. Et là, voilà toute une série de caries radiculaires qui sont ces caries assez spécifiques de la gériatrie qui touchent la base de la racine et c'est ça qui va fracturer la dent et fabriquer les chicots. On a énormément de dents qui sont fracturées et on a la racine qui est au ras de la gencive, qui parfois, lorsqu'elle vient de se fracturer, gêne la langue, la blesse. Et cette explication, c'est que la carie est transfixiante et va casser la dent. Parodonte, bon, je vous en ai déjà beaucoup parlé parce que je pense qu'il y a des choses à faire pour nous, les gériatres, sur ce tissu. C'est l'ensemble du tissu de soutien des dents. C'est un tissu assez compliqué puisqu'il y a de l'os, de la gencive, des muqueuses, des ligaments et il est innervé et il fabrique deux choses ou deux maladies. La première, c'est la gingivite. Vous voyez ce côté très inflammatoire de la base des dents. Lorsque les soignants viennent vous dire « je lui lave les dents et il saigne », eh ben, c'est une bonne nouvelle. Parce que, non pas qu'il saigne, c'est peut-être les AOD d'Olivier qui les fait saigner, mais c'est qu'on est sur un tartre qui a beaucoup abîmé la gencive et le fait d'enlever le tartre mécaniquement, en étant précautionneux malgré tout, fait qu'on est capable d'éliminer la part de tartre et normalement on peut regagner la gingivite et restaurer si on s'y prend bien. Dans la définition, lorsqu'on essaye de mettre une petite sonde à la base de la dent, vous voyez que la sonde ne rentre pas dans le long de la racine, alors que dans la parodontite, on va pouvoir, avec une sonde, les dentistes ont ce type de sonde, pouvoir voir la taille de la poche parodontale. Vous voyez qu'ici, elle va les gencives, la partie gencive va s'écarter, fabriquer des poches et finalement faire une alvéolie, c'est-à-dire qu'on va perdre de l'os, mobilité dentaire et on perd la dent. Donc c'est relativement important, ça a des définitions tout à fait dentistes internationaux, mais c'est toujours très utile de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de mobilité dentaire. Alors après, l'autre aspect, c'est l'hygiène buccale. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup focalisé sur l'idée que les bouches étaient sales. Et vous savez que laver les dents, c'est un temps de la toilette. Ça n'est pas un soin de bouche. Il n'y a aucune raison de mettre soin de bouche avec une brosse à dents. Ça n'est tout simplement que la terminaison d'une phase de toilette. Et je dis volontiers que les gens ont les fesses bien plus propres et lavées bien plus souvent dans la journée qu'ils ont des bouches qui sont propres.
La vraie difficulté, c'est que c'est pas si simple de rentrer avec une brosse à dents dans la bouche de quelqu'un d'autre. Essayez de le faire avec les gens qui sont autour de vous. Et deuxièmement, il y a une façon de faire et il y a probablement de l'apprentissage à faire sur brosser les dents. Vous avez une brosse à dents à côté de vous chacun. Alors, voilà aussi ce qu'on peut voir. Et là, vous voyez qu'il y a un amas de tartre autour des dents qui sont des dents mandibulaires. Il a été impossible de détartrer ces dents et dès que les dents tiennent parce que les tartres le tiennent. Et donc cette pauvre dame, d'ailleurs en l'occurrence, on a dû faire une extraction de l'ensemble de la palette dentaire qui est là parce que tout ça ne tenait qu'à cause des concrétions dentaires. Bon là, vous voyez qu'il y a un vrai problème et très probablement on a passé le cap et qu'il va falloir enlever la dent. De même qu'ici, vous voyez les picots qui provoquent des lésions sur la partie haute. Alors, ça c'était pour vous faire un petit rappel de ce qu'on dit lorsqu'on regarde la bouche, la salive, la muqueuse, la dent elle-même, le parodonte et évidemment tout le reste, les ganglions, enfin il y a un certain nombre de choses. J'aimerais vous persuader que c'est utile en gériatrie de s'occuper de santé dentaire, santé orale. D'abord parce que les publications sont extrêmement nombreuses qui cherchent les interactions. On a bien évidemment en tête l'Osler, lorsqu'on va faire des extractions dentaires, on va protéger les valvules cardiaques, ça c'est assez clair. C'est beaucoup moins clair lorsqu'on fait une prothèse de hanche, par exemple. Vous savez qu'une prothèse de hanche à froid, maintenant, on demande qu'ils aient été vus par un dentiste de façon à être sûr qu'il n'y ait pas un foyer dentaire parce qu'il y a des greffes dentaires sur les prothèses neuves et sur les prothèses nouvellement posées et qu'on peut faire un diagnostic d'infection de prothèses à partir de germes dentaires. Bon, vous voyez que la liste est longue et je ne vais pas rentrer. En gros, elle se fait en local, loco-régional et à distance. Bon, Alors, 3 points que je vais essayer d'évoquer, ou 4. Les bactériémies, enfin l'infection et la bouche, le diabète et la bouche, et puis la dénutrition et la bouche. Là, vous voyez que le lien et la bouche et la bactériémie, bon, elle est connue, on le sait maintenant. D'ailleurs, il n'y a pas plus d'endocardite parce que les soins sont faits avec beaucoup de précautions. Mais vous voyez qu'un brossage de dents, c'est 46, on fait une bactériémie lorsqu'on se brosse les dents, dans 46% des cas s'il est en brossage manuel et en 78% des cas s'il est en brossage électrique. C'est-à-dire que de brosser les dents, ça provoque des bactériémies 5 minutes après le brossage et qui persistent 10 à 30 minutes après. De même que, alors ça c'est un chiffre théorique, mais un brossage régulier pendant un mois expose à 90 heures de bactériémie, alors qu'une extraction c'est 6 minutes de bactériémie. Heureusement, les germes qui passent dans le flux sanguin sont des germes qui sont très vite pris en charge par l'immunocompétence qui est la nôtre. Évidemment qu'à chaque fois qu'on se brosse les dents, on ne fait pas une endocardite parce qu'on serait tous morts. Mais c'est pour vous dire que ce geste, s'il est fait correctement, est aussi une effraction du tissu et peut provoquer, surtout s'il y a une charge bactérienne très importante. Et puis, mâcher le chewing-gum, ça provoque des bactériémies. Voilà. Il y a des études très intéressantes chez le sujet âgé pour le soin de bouche, enfin plus exactement la bonne hygiène de bouche avec des chewing-gum. Alors c'est un peu compliqué chez le dément, mais ça provoque un excès de salive, un nettoyage mécanique et donc il y a toute une série d'études ou de littérature autour des chewing-gums comme prévention. Qu'est-ce qu'on appelle les foyers dentaires, bucco-dentaires? C'est pas toutes les dents, mais c'est tous ceux qui sont la complication de la modification pulpaire. C'est-à-dire que d'avoir une lésion sur l'émail n'est pas une lésion qui est susceptible de donner une bactériémie. Mais c'est seulement lorsqu'on est rentré dans la racine et qu'il y a eu mortification de la racine que là, il y a un geste qui est susceptible de provoquer des bactériémies. Et puis, c'est les parodontites qui sont capables de faire ça. Les dents incluses ou matures ne sont pas des dents qui sont susceptibles de provoquer des bactériémies.
Je reviens rapidement sur ça pour dire que classiquement et depuis toujours, on sait qu'il y a une partie des bactériémies qui viennent des dents. Et donc c'est pour ça que les gens sont très mobilisés. Plus intéressant ou en tous les cas plus nouveau, c'est le mécanisme d'aspiration. Lorsque vous dormez, vous aspirez des germes qui sont dans votre bouche. Et plus votre bouche est pleine de germes, plus vous aspirez de germes. Et on est sur cette idée de la charge bactérienne dans la bouche. Et vous voyez qu'en bonne santé, pendant son sommeil, on déglutit des germes qui vont passer dans les bronches, qui vont être évidemment pris en charge par l'immunité, là encore, par l'ascenseur mucocilien. Lorsque vous faites des troubles de déglutition, il y a encore plus de germes qui descendent dans les poumons. Et donc, je vous passe l'ensemble des études qui a permis de montrer ça, mais on sait maintenant qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent sur la pneumopathie liés à l'aspiration, en l'occurrence, mais une grande partie qui est sur la charge bactérienne buccale. Et plus les gens ont les dents ou la bouche sale, plus ils ont de chance ou de malchance de faire des pneumopathies. Alors, juste une étude, il y en a quelques autres qui apparaissent sur est-ce que si on lave bien les dents, il y a moins de pneumopathie? Eh bien, réponse oui. C'est une analyse de la littérature qui est une revue systématique de 2013, dans laquelle ils ont essayé de screener l'ensemble des publications dans lesquelles il y avait une intervention sur des sujets âgés hospitalisés en institution qui n'étaient pas sous ventilateur et puis étaient relus de façon par deux lecteurs. Et sur les 5 études qui ont été incluses et qui ont été étudiées, vous voyez qu'il y en a 2 qui montrent qu'il y a, si on lave la bouche correctement, ou plus exactement, si on nettoie la bouche correctement, on réduit les pneumopathies et la mortalité liée à la pneumopathie, ce qui est un thème assez fort. Et deuxièmement, qu'on a une réduction du risque aussi sur les germes. Et donc, qu'est-ce que c'est que nettoyer bien, ce qui est un idéal qui est parfois un peu compliqué, c'est brosser les dents après chaque repas, et le nettoyage de la prothèse une fois par jour, et puis la vérification par un professionnel une fois par semaine. Donc on est bien loin de faire tout ça, on est d'accord. Mais l'idée, c'est qu'intervenir sur la bouche, c'est aussi protéger les poumons. C'était ça l'idée. Et donc il y a d'autres études qui sont un peu moins sévères dans leur méthodologie, mais qui peuvent montrer. Autre chose, le diabète, c'est à la fois une complication la parodontite est une complication du diabète. Et dans un papier assez ancien de 93, on disait que la maladie parodontique était la 6e complication du diabète. C'est un papier qui a permis de travailler sur bouche et dents, enfin bouche et diabète. Et par ailleurs, plus le contrôle diabétique est de mauvaise qualité, plus la bouche s'altère. La question qui était posée, c'est est-ce que si on s'occupe bien de la bouche, on fait revenir le contrôle diabétique ou le contrôle de l'hémoglobine glyquée dans le bon sens? Eh bien, la réponse est oui. Sur des méta-analyses, vous voyez que sur un traitement non chirurgical des parodontites, on fait régresser de moins 0,27 l'hémoglobine glyquée. Donc ça vaut le coup, sur des diabètes très déséquilibrés, de pouvoir avoir une action dentaire proactive. Alors, on est plus ennuyé sur la dénutrition parce que ça ne marche pas de faire un lien direct entre dénutrition et état bucco-dentaire. Il y a tout un faisceau d'arguments qui laissent penser qu'avec une mauvaise bouche, on change le régime alimentaire et on va vers des régimes alimentaires trop sucrés, qui éliminent les fibres, qui éliminent les aliments secs. On n'a pas encore d'études, et en particulier pas d'études d'intervention qui montreraient qu'avec une bouche en bon état, on restaure la nutrition. C'est ce qu'on avait essayé de faire sur un PHRC qu'on a porté avec le service d'odonto de Louis Morier, multicentrique. La vraie difficulté, c'est qu'ils sont beaucoup plus jeunes, qui sont avec des pourcentages de fragilité relativement importants. Sur São Paulo et au Mexique, on fait des liens entre l'état bucco-dentaire et l'état de fragilité. Alors,
c'est pas tout à fait aussi gériatrique que nous. Je pense que c'est plutôt l'hôpital de jour de la fragilité qui peut se positionner un peu là-dessus, et en particulier probablement sur la parodontite, certainement, sur la mobilité, sur la perte de dents, qui sont des marqueurs. Lorsqu'on commence à se fragiliser, on commence à moins s'intéresser à sa bouche. Et d'ailleurs, plus on va se fragiliser, moins on le fera. Et donc, peut-être, il y aurait des actions à faire. Alors, qu'est-ce qu'on propose? J'essaye de faire vite. C'est très compliqué de soigner. Vous voyez que cette dame, on va l'installer, on va essayer de lui faire des soins dentaires. Ça va être le bazar. Elle va se battre, elle va... Donc, il y a toute une réflexion sur où est-ce qu'on doit faire les soins. Est-ce que c'est sur le fauteuil avec un cialytique, ce que souhaitent les dentistes? Est-ce que c'est un fauteuil aménagé avec une bonne lumière? Est-ce qu'il faut de l'espace autour? On a la chance d'avoir une salle équipée en plus avec Méopa à Louis Maurier. Mais en gros, la prévention, c'est de se brosser les dents, c'est probablement de contrôle dentaire régulier et d'essayer de faire de la prophylaxie. Et vous verrez, on a essayé de monter un projet avec la vernis dentaire pour protéger les dents. Ce qui paraît intéressant pour les EHPAD, c'est que vous puissiez demander un bilan d'entrée. Soit il arrive avec son bilan dentaire et vous notez le nom de son dentiste, histoire de ne pas perdre la main avec le dentiste qui pourra vous rendre service, parce que s'il s'en occupait jusqu'à présent, avec un peu de chance, il va bien vouloir le faire, ou alors il faut trouver un endroit où on va pouvoir ces soins. Et deuxième point, une des astuces, c'est probablement de le faire dans une dimension d'EPP. C'est ce qu'on avait choisi de faire sur le service, c'est-à-dire de prendre un état 0 dans lequel c'est assez mauvais, faire une éducation autour du bon brossage et un état 2 qui, normalement, montre l'amélioration. On a réussi à montrer qu'avec un seul brossage par jour, plutôt que 3 qui est recommandé dans tous les manuels d'aide-soignants, on arrive à améliorer l'indice de tartre et l'indice d'hygiène. Donc ça veut dire que c'est possible. Nous, on avait très envie de le faire le soir, parce que vous avez une nuit avec une bouche propre. Très souvent, c'est fait le matin, et vous savez que si c'est fait au moment de la toilette et qu'elle est faite tôt, on brosse les dents, ils prennent le petit déjeuner, ils ont la bouche pleine des aliments sur la journée jusqu'au lendemain matin. Mais le message, c'est qu'une fois par jour, c'est déjà mieux, et on améliore les indices. Alors, ça, c'est pas tellement il faut tout ça, mais il faut plutôt ça, c'est-à-dire une brosse petite tête, gros manche. Et on s'est aperçu que il faut une bonne préhension. On n'est pas dans l'ergothérapie avec des manches spécifiques, mais il faut une bonne tenue. Et deuxièmement, il faut une petite tête, parce que lorsqu'on va dans les dents du fond, et si on aide à la prise au brossage quotidien, c'est très compliqué d'avoir la bonne distance avec une tête normale. Et il faut du souple et du souple. Vous avez des dispositifs de jet. Alors il faut que les gens comprennent ce qu'on fait lorsqu'on leur injecte de jet. Il y a des fils dentaires là aussi. Vous imaginez bien qu'avec les patients avec des troubles cognitifs qu'on a, c'est très, très compliqué d'arriver avec un jet. Mais ça se fait et ça peut se faire. Et puis il y a une politique à avoir sur les prothèses. Les prothèses chez nous, elles se mettent pas dans l'eau toute la nuit avec du Corega ou je ne sais quoi. Elles doivent être nettoyées et brossées, et puis on les met au sec sur une compresse qui est humide. Et par ailleurs, il existe des bacs à ultrasons. On s'était doté de ça, et puis avec les déménagements, on les a perdus, pour tout vous dire. Mais enfin, ils sont quelque part dans le service. Des bacs à ultrasons avec cette idée qu'une fois par mois, pour casser le tartre sur la prothèse, on peut les laisser la nuit ou une partie de la nuit dans un bac à ultrasons qui va décrocher le tartre. Et vous voyez là que la bonde a été fermée, parce qu'il est arrivé, lorsqu'on brosse les dents, l'appareil dentaire, que l'appareil tombe dans le trou. Et là, on est dans quelque chose qui est différent. Dernier point, on va essayer de vous produire, j'espère assez vite, une étude, un PHRC multicentrique français sur la valeur protectrice d'un vernis chargé en fluor. Vous savez que le fluor a été donné aux enfants pour éviter qu'ils ne fassent des caries. Il a été montré chez l'enfant que les vernis mis au pinceau sur des dents plutôt propres, enfin on va dire propres, et ça tous les 3 à 6 mois, protègent contre les caries et contre le tartre.
On aimerait bien, on a ce sentiment sur les premières études que ça protège les dents de mettre ce vernis. Et certes, une première fois, il faut le mettre avec un professionnel qui sait le faire, sur une dent plutôt propre. Mais de faire ça de façon régulière protégerait les dents et on serait dans un traitement préventif utile. Là, c'est une charte qu'on a essayé de mettre en place sur le bon usage d'une mise en place d'une action dentaire. Il y a une chose très importante pour les médecins que vous êtes, il faut que votre directeur d'EHPAD soit dans le coup. Parce que il faut qu'il y ait des brosses à dents achetées et réachetées, même si parfois c'est les familles. Il faut qu'on puisse prendre du temps pour former les soignants. Et si ce n'est pas une démarche qui est portée par la direction de l'EHPAD, et je dis ça parce qu'on a travaillé sur ces démarches-là dans plusieurs EHPAD, à ce moment-là, ça ne suit pas. Et donc il est nécessaire, alors en même temps ça peut être valorisé au niveau communication, au niveau du groupe, mais voilà. Et puis voilà, bon appétit, c'était la pause, vous l'avez un peu plus tard, et merci beaucoup.